Aujourd'hui, à l'occasion de l'ESADEI, je me trouve en présence de Madame Charline Thierry et Madame Mélodie Luet. Vous êtes toutes les deux chargées des missions ici à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Bonjour et merci de nous recevoir ici. Bonjour. Je vais commencer par une question très générale. En fait, qu'est-ce que la CNCDH? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sa création, de son statut, de ses missions? Voilà. Bonjour et merci à vous d'être venus nous rencontrer. Donc, la CNCDH, c'est une institution des plus anciennes de la République française. Elle a été créée en 1947 par René Cassin. Donc, René Cassin, c'est l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'un des rédacteurs, pardon. Qui a été donc adopté à l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Le rôle de la CNCDH est d'assurer donc en toute indépendance l'effectivité des droits de l'homme en France, aussi bien donc en métropole que dans les Outre-mer. Nous avons trois missions principales, donc une mission d'éducation aux droits de l'homme, nous y reviendrons plus tard lors de l'entretien, une mission donc également de conseil en matière d'effectivité des droits de l'homme auprès des pouvoirs publics, donc auprès du gouvernement et du Parlement, et nous avons également une mission de contrôle. Donc, nous contrôlons les engagements pris par la France au niveau international européen, donc aussi bien au niveau Conseil de l'Europe qu'Union européenne, encore une fois en matière d'effectivité des droits de l'homme. Nous avons une composition qui est pluraliste et pour le moins originale. Donc nous sommes composés d'une partie donc, de la société civile, mais également des syndicats. Nous avons également des experts, donc que ce soit internationaux ou nationaux, donc magistrats, avocats, philosophes, historiens. Nous nous appuyons donc sur tous ces experts pour pouvoir rendre et publier donc, nos travaux. Nous avons également des membres dits de droit, donc le défenseur des droits, un député, un sénateur et un membre du Conseil économique, social et environnemental. Cette originalité donc, dans notre composition fait que nous exerçons un vrai rôle d'interface entre la société civile et l'État, et aussi bien au niveau international que national. Et nous sommes donc une institution, j'ai oublié de le dire en premier lieu, donc une institution nationale de protection et de promotion des droits de l'homme. Et nous sommes donc accrédités de statut A, qui est la meilleure note d'accréditation auprès des Nations Unies. D'accord, merci beaucoup pour ce résumé. Donc, comme nous avons pu le voir avec tout ce que vous venez de nous dire, vous avez un champ de compétences qui est extrêmement vaste. Vous êtes notamment compétent donc, pour toutes les questions qui touchent au droit à l'éducation. C'est ce thème qui va nous intéresser aujourd'hui puisque c'est le sujet de cette 7e édition de l'ESADEI. Nous allons nous concentrer plus particulièrement aujourd'hui sur le droit à l'éducation des enfants mineurs donc, qui passent par l'apprentissage notamment à l'école. La première question qui peut nous venir à l'esprit finalement, c'est qu'est-ce que le droit à l'éducation? C'est un droit fondamental, c'est une notion assez vaste. On pourrait le définir comme le droit de toute personne, adulte comme enfant, à pouvoir accéder à une formation, à un apprentissage intellectuel, culturel mais aussi moral. Donc vous parliez d'engagements internationaux, effectivement c'est un droit qui est consacré, qui est protégé par de nombreuses conventions internationales, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 26, le Pacte international des droits économiques, culturels et sociaux en son article 13, la Convention relative aux droits de l'enfant, son article 28, mais aussi de nombreuses conventions, relatives à l'interdiction des discriminations à l'égard des femmes, à l'égard des personnes handicapées, mais également à l'égard de toute forme de discrimination raciale. C'est un droit qui est évidemment consacré en France, qui a une consacration constitutionnelle assez tardive, qui s'est faite avec la Constitution de 1946, donc consacrée en son préambule à l'article 13. Cette consécration de droit français, elle s'est aussi faite par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, qui fait de l'éducation, sans l'article 1er, la première priorité nationale. Donc on voit qu'au niveau de l'État français, c'est un droit qui est fondamental, qui a connu une évolution sur une période historique assez longue, puisque on peut voir que Condorcet, dès le XVIIIe siècle, parlait de ce droit à l'éducation. Droit à l'éducation qui a été repris au XIXe siècle par les lois Guizot et les lois Fallot, qui ont permis l'ouverture de l'enseignement primaire aux garçons comme aux filles. Ce droit a continué à perdurer avec les lois Ferry, qui ont permis de mettre en place un enseignement primaire obligatoire, gratuit et laïque pour les filles et les garçons de 6 à 13 ans. On a vu aussi apparaître ce qu'on appelle l'obligation scolaire, donc cette obligation de recevoir une instruction
qui a été mise en place pour les enfants jusqu'à 16 ans en 1959, qui figure aujourd'hui dans le Code de l'éducation. C'est un droit actuel puisqu'il est de manière assez récurrente, rappelé dans différents textes de loi, dans différentes conventions qui lient la France. Si on devait faire un rapide bilan du droit à l'éducation en France aujourd'hui, on se rend compte qu'il prend une place importante puisqu'il représente plus d'un sixième de la population française, puisqu'on a plus de 12 millions d'élèves et d'apprentis en France, plus de 62 000 écoles et enseignements du second degré, c'est-à-dire collège et lycée. Les dépenses de l'éducation représentaient en 2016 149,9 milliards d'euros, ce qui représente 6,7% du PIB français. Donc on voit que ça touche une part importante de la population, que c'est un budget important de l'État français. Donc vous êtes intéressé un petit peu à cette situation du droit à l'éducation en France à travers de nombreux travaux, notamment une étude que vous avez publiée cette année sur les droits de l'homme dans les Outre-mer, où vous êtes vraiment interrogé sur l'effectivité de ce droit à l'éducation sur ces territoires d'outre-mer. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Bien sûr, donc comme vous l'avez dit, nous avons adopté cette étude en mai dernier. Déjà, nous avons fait un constat qui est global sur toutes les thématiques que nous avons abordées dans cette étude. Donc aussi bien, nous avons parlé de la pauvreté, de l'exclusion sociale, nous avons parlé du droit à la santé, nous avons parlé des droits des migrants. Le constat est le suivant, c'est qu'il y a effectivement des graves inégalités, aussi bien en droit qu'en fait au niveau entre métropole et territoire ultramarin. Vous avez même parfois pour certains types de droits des régimes dérogatoires avec des droits différents en fait, qui s'appliquent en métropole que dans les outre-mer. Donc d'après ce que vous me dites, on voit qu'il y a vraiment une inégalité relative à cet accès à l'éducation. Donc tant au niveau de vraiment accéder de manière matérielle à cette éducation que la qualité de l'éducation quand les enfants y ont accès. Vous avez tenté d'apporter des solutions. La situation ne s'est pas forcément améliorée puisqu'on a vu, vous avez publié très récemment à la rentrée 2018 une tribune intitulée « Rentrée scolaire de trop nombreux enfants à la porte de l'école » où vous dénoncez encore une fois ce manque d'accès à l'éducation de tous les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, donc déjà cette tribune, on n'était pas seul, c'était la CNCDH, une quarantaine d'institutions, donc on partageait le même constat et le même message et on portait certaines revendications auprès des pouvoirs publics, notamment du ministre de l'Éducation nationale qui est le principal concerné au sein du gouvernement, mais aussi du président de la République qui en avait fait une promesse de campagne, la scolarisation pour tous. Donc sur ce point, tout d'abord, il convient de rappeler, mais aussi d'insister sur ce que vous avez fait tout à l'heure, mais sur le fait que le droit à l'éducation, c'est à la fois une promesse pour l'ensemble des enfants de la République, notamment des enfants qui doivent être scolarisés de 6 à 16 ans et bientôt de 3 à 16 ans avec l'extension de l'obligation scolaire. C'est aussi du coup un droit et une promesse, mais aussi un devoir de l'État. L'État est censé assurer pour tous ces enfants le droit à l'école qui fait partie pleinement du droit à l'éducation. Or, il y a des milliers d'enfants et d'adolescents qui ne vont pas à l'école encore aujourd'hui, encore lors de la dernière rentrée scolaire. Ce qui est problématique et qui est pour nous une des plus grandes entraves au droit à l'éducation en France, ou l'une des plus grandes entraves au droit à l'éducation, avec probablement le dysfonctionnement de la protection de l'enfance. Alors, déjà, pour dresser un constat, ce qui est compliqué actuellement, c'est qu'on peut difficilement donner un chiffre précis sur le nombre d'enfants et d'adolescents qui ne vont pas à l'école. Pourquoi ? Parce que normalement, dans le Code de l'éducation, les maires doivent dresser un état des lieux et chiffrer les enfants sur leur territoire qui sont en âge, dans l'obligation scolaire, donc l'âge scolaire, donc de 6 à 16 ans. Or, très peu de maires, voire presque aucun maire, ne s'acquitte de cette obligation légale. Donc la plupart du temps, avec des échanges avec plusieurs d'entre eux, ils nous disent que c'est très compliqué à mettre en œuvre, qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Alors peut-être qu'une aide de l'État, donc principalement des rectorats au sein de chaque académie, pourrait permettre déjà une avancée sur ce terrain-là. Du coup, on a seulement des estimations du nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école, donc plusieurs milliers en France. Quels sont les publics touchés ? Donc généralement les publics les plus vulnérables. En métropole, il y a environ 80% des enfants vivant en bidonville et en squat qui ne sont pas scolarisés. Ça représente entre 3 et 5 000 enfants, parce qu'on sait que les bidonvilles, il y a une résurgence des bidonvilles en France depuis 20 ou 30 ans.
Ça touche aussi les populations qui vivent dans des conditions de vie très précaires, dans des logements très précaires, dans des hôtels sociaux, mais aussi les mineurs non accompagnés, donc c'est-à-dire les mineurs qui sont sur le territoire français mais qui ne sont pas accompagnés de leurs représentants légaux. Souvent leur minorité est contestée, donc ce qui pose véritablement un problème pour aller à l'école. Ils ne vont souvent pas à l'école pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est également un problème pour les enfants qui sont pris en charge par l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. À partir de 18 ans, ils ne sont plus pris en charge, donc du coup ils se retrouvent seuls et plusieurs d'entre eux finissent dans la rue. On voit sur les chiffres des sans domicile fixe, il y a beaucoup un gros pourcentage de ces personnes-là sont des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance qui, sans solution à partir de 18 ans, se retrouvent véritablement dans une situation très précaire. C'est aussi le cas pour les enfants qui sont en situation de handicap, qui sont encore bien trop nombreux à ne pas avoir de solution de scolarisation aujourd'hui. Alors ça c'est le cas en Outre-mer, mais c'est tout ce qu'on vient de dire là. Ça vaut aussi, comme le disait Charline, pour les Outre-mer. On estime qu'il y a environ 5 000 enfants à Mayotte qui ne sont pas scolarisés et 10 000 enfants environ en Guyane. Donc problème décuplé, pour de multiples raisons qui font que tous les problèmes dans les Outre-mer sont décuplés. Alors, sur le problème de la non-scolarisation, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un problème qui entremêle plusieurs facteurs. Donc plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Ça peut être issu donc, à la fois des problèmes structurels et des problèmes véritablement plus problématiques au niveau de l'action des pouvoirs publics. Alors les problèmes les plus structurels, ça peut être l'éloignement des lieux de vie des écoles, donc souvent parce qu'il n'y a pas de transport scolaire. Par exemple, en métropole, ça peut être les bus scolaires qui ne desservent pas. En Outre-mer, c'est le problème pour les enfants qui vivent le long du Maroni où il n'y a pas assez de pirogues scolaires pour aller à l'école. Des fois, les enfants mettent plusieurs heures pour aller à l'école sans rien manger de la journée, donc c'est véritablement problématique. Ça peut être aussi lié à des conditions matérielles très difficiles, où les enfants n'ont pas de quoi s'acheter des vêtements propres, donc du coup ils ont honte d'aller à l'école, où ils font face à des critiques des fois de leurs pères qui sont difficiles à vivre, du coup ils ne vont plus à l'école, ou aussi au coût de la cantine. Alors nous c'est aussi un droit très important pour nous, il faudrait que le droit à la cantine soit comme le droit à l'école obligatoire et gratuit pour les enfants les plus vulnérables, dans la mesure où parfois pour certains c'est le seul repas équilibré et complet qu'ils auront de la journée. Donc ce serait vraiment important que ça soit assuré aussi par les communes, par les pouvoirs publics, l'État, par les pouvoirs publics. Merci pour cet exposé un petit peu que vous avez fait de cette tribune. Donc d'après ce que vous dites, en fait, ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que, comme vous le disiez, c'est pas seulement le droit à l'éducation, c'est pas seulement un droit pour tous les enfants, c'est ce qu'on appelle un droit de deuxième génération finalement, c'est-à-dire que c'est un droit où l'État doit intervenir. L'État ne doit pas laisser la situation telle qu'elle, il doit vraiment intervenir, il doit mettre en place des mesures pour rendre ce droit effectif. Pourquoi est-ce que c'est important ? Puisque selon vous, quelles sont les missions de l'école en général ? Alors, les missions de l'école, elles sont plurielles, mais principalement, on en verrait deux. Tout d'abord, c'est tout le travail d'instruction, donc les matières scolaires, aussi à la fois de la méthode et du contenu, donc pour permettre à l'élève de s'insérer aussi professionnellement et dans la société. Donc là, c'est une mission qui serait, on va dire, plus individuelle. Et une autre mission qui est essentielle, c'est la mission de citoyenneté. C'est permettre vraiment, au sein de l'institution scolaire, de créer les conditions du vivre ensemble, de la vie en société, puisque c'est la seule institution finalement en France où tout le monde est censé passer. Tous les enfants sont censés y passer. Donc c'est à ce moment-là qu'on apprend l'altérité, qu'on apprend tout ce qui est compétences de dialogue et de débat. Donc c'est vraiment très important. Or, en France, on a quand même un programme qui est assez fort au niveau européen en termes de contenu dans les textes, puisqu'on a ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Mais comme l'a montré de nombreuses études, notamment en 2015, depuis 2015, il y a eu plusieurs rapports du Conseil national de l'évaluation scolaire, le CNESO, qui montrent en fait qu'en théorie, il y a beaucoup de choses, mais qu'en pratique, c'est assez faible. Pourquoi ? Parce que les heures d'éducation à la citoyenneté ne sont souvent pas réalisées, ne sont souvent pas faites. Ça sert souvent pour rattraper le retard sur les programmes qui ne sont pas finis, parce qu'il y a des programmes qui sont très très importants à chaque niveau. Par ailleurs, c'est assez encore, on appréhende encore beaucoup la citoyenneté par affirmer des grandes valeurs, liberté, égalité, citoyenneté, les droits, etc., mais très peu dans la vie quotidienne des élèves.
en utilisant des méthodes pédagogiques qui mettent l'élève en activité pour créer les conditions de la citoyenneté, les compétences de la citoyenneté. Ça peut être le débat, ça peut être tout ce qui est projet collectif. Donc il y a beaucoup de choses qui pourraient vraiment permettre de développer cet esprit de la citoyenneté et l'esprit critique aussi qui est lié à la citoyenneté chez les jeunes. Et donc nous, on a notamment beaucoup insisté dans le cadre de nos travaux, donc dans les avis, mais aussi dans le rapport annuel sur la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination, sur l'importance du débat. Il faut répondre aux questions des élèves. Les élèves ont beaucoup de questions. Et souvent, il arrive que, par peur des fois des questions polémiques qui peuvent mal tourner, on préfère ne pas répondre aux élèves par peur des incidences. Donc on avait proposé par exemple d'instituer, de créer des temps de débat au sein, donc des espaces de débat au sein de l'école, où là on partirait vraiment des questions posées par les élèves pour leur apporter un cadre général sur la question, une approche sociologique, historique, économique, vraiment générale. Ils se posent des questions sur l'actualité, mais aussi sur la géopolitique, et si l'école ne répond pas à leurs questions, ils vont aller trouver l'information dans des sources beaucoup moins légitimes et ça pourra poser problème. Donc c'est aussi au rôle de l'école, dans le cadre de l'apprentissage de la citoyenneté, de répondre à leurs questions. Il y a eu des efforts de fait, en théorie tout du moins, par le ministère depuis quelques années, puisqu'ils ont mis en place, donc déjà ils ont un peu réformé le programme d'éducation à la citoyenneté, et ils ont mis en place ce qu'on appelle un parcours citoyen, donc sur toute la scolarité obligatoire, pour vraiment donner pour encourager les personnels de l'éducation à mettre en place plus d'activités en lien avec l'apprentissage de la citoyenneté, mais aussi pour valoriser ensuite pour les jeunes ce qu'ils auront fait, les engagements qu'ils auraient pu prendre au sein de l'école, mais aussi ailleurs, par exemple dans des engagements associatifs ou autres. Donc ça, il faudra voir comment ça se met en place. Aujourd'hui, c'est très important de s'assurer de l'effectivité sur le terrain. Après, il y a aussi toute une question de l'école inclusive qui participe de la citoyenneté. Et là, donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'il faut intégrer tous les publics scolaires, mais aussi vraiment au sein d'une école qui est inclusive, donc ne pas les mettre à part, mais de les mettre dans l'école ordinaire. Les personnes en situation de handicap, les personnes de différentes origines, de différentes cultures, de différentes couleurs de peau, ensemble, pour vraiment créer l'école inclusive où on apprend le vivre ensemble, finalement. Et on apprend des particularités de la richesse de chacun. Et ensuite, ça se montre aussi dans les programmes scolaires qui doivent vraiment pouvoir inclure l'ensemble des publics, notamment en programme d'histoire et géographie. Et là, Alors en fait, ce qu'on a noté, nous, donc, dans le cadre de notre étude Droits de l'homme et les Outre-mer, on a auditionné, on fonctionne par audition, des jeunes ultramarins. Et en fait, ça a été assez saisissant. Ils se sont dit, mais nous-mêmes, on ne connaît pas notre territoire, ou on ne connaît pas un autre territoire ultramarin pourtant voisin, et on ne connaît pas assez bien la métropole. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros décalage en fait. Et on s'est aussi rendu compte que dans ces programmes scolaires, notamment Histoire et Géo, que par exemple sur les cartes de géographie, les territoires ultramarins étaient représentés dans une échelle beaucoup plus petite que la métropole. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment une situation plutôt aberrante. Les Outre-mer ne sont abordés que dans un sous-chapitre, si je ne me trompe pas, de géographie, comme un territoire spécifique, c'est ça, en classe de 3e. En classe de 3e, voilà. Donc c'est plutôt tardif comme apprentissage, et en fait tout ça, c'est ce problème on ne mentionne pas les Outre-mer, ou alors on les mentionne vraiment comme quelque chose de très spécifique, et le fait que je vous parlais des cartes, tout ça, ça peut contribuer en fait à la lutte à des préjugés sur lesquels normalement il faut combattre et lutter. Donc ça, c'était quelque chose qui nous paraissait vraiment très important de souligner, et du coup très récemment nous avons fait, parce que nous avons eu ce même constat au niveau des manuels scolaires, mais aussi au niveau des cahiers de vacances, et donc nous avons fait une lettre en fait aux éditeurs de ces manuels et cahiers de vacances pour insister sur l'importance de montrer l'importance aussi géographique, culturelle de ces territoires d'outre-mer, les expliquer. Et en fait, tout ça, pour rejoindre ce que Mélodie disait, ça peut contribuer à cette idée d'inclusion, de citoyenneté, et que la République française, ce n'est pas que la France métropolitaine. Et du coup, en fait, tout ça, ça s'inscrit complètement dans une de nos missions que j'ai présentées au début, qui est l'éducation aux droits de l'homme.
nous avons beaucoup travaillé et nous travaillons toujours donc sur cette thématique par divers biais. Nous travaillons en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, donc plus précisément EduScol, donc qui est en charge en fait notamment des programmes scolaires. Nous avons un partenariat où l'idée c'était de faire des fiches en fait explicatives. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, sur certaines grandes notions ou sur des notions qui peuvent effectivement susciter un débat et des interrogations de la part des élèves. Nous avons également fait un petit film Graines de citoyens qui est disponible sur Dailymotion. Donc c'est à l'intention des élèves de primaire jusqu'à je crois 6e, où c'est justement pour éduquer à la citoyenneté, éduquer aux discriminations, à la lutte contre les discriminations. C'est très ludique et ça c'est un outil qui peut vraiment être utilisé. Nous avons également, donc nous faisons régulièrement des interventions dans les établissements scolaires pour toujours donc, sur cette thématique et nous faisons des brochures à l'intention cette fois donc plutôt des lycéens. Donc là nous avons diffusé une brochure sur la traite des êtres humains qui est illustrée de manière simple mais voilà, pas trop, avec très complète pour sensibiliser du coup cette fois les lycéens donc, à la lutte contre la traite des êtres humains en France. Nous avons toute une panoplie d'outils qui rentrent vraiment dans notre mission éducation aux droits de l'homme. Je vous remercie pour toutes ces explications. Vous nous avez montré de manière très claire comment la CNCDH, vous essayez d'éduquer aux droits de l'homme, à la citoyenneté, comment vous essayez d'encourager l'État à prendre des mesures en faveur du droit à l'éducation. Pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui, puisque nous, chez ELSA France, mais aussi ELSA International, c'est une de nos missions aussi premières, c'est de promouvoir les droits de l'homme, d'encourager les droits de l'homme à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc les droits de l'homme en général font aussi partie de vos attributions, de vos compétences. Est-ce que vous souhaitez nous parler d'un petit peu de votre actualité en matière de droits de l'homme à la CNCDH ? Commençons. D'accord. Tu veux sur la déclaration Du coup, nous avons, en lien avec également droit à l'éducation, du coup, nous avons adopté mardi donc une déclaration à l'unanimité lors de notre assemblée plénière intitulée « La Convention internationale relative aux droits de l'enfant, prenons leurs droits au sérieux ». C'est une déclaration qui fait un petit peu donc l'État, un court état des lieux avec une alerte en fait au pouvoir public sur plusieurs graves dysfonctionnements, donc aussi bien sur, on parlait tout à l'heure de l'aide sociale à l'enfance qui est inadaptée, sur les mineurs non accompagnés, les mineurs privés de liberté, et également nous avons un point donc, sur l'école inclusive. C'est une déclaration que nous avons souhaité donc, adopter le mardi, qui était donc effectivement la Journée internationale des droits de l'enfant, qui coïncide donc avec l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et à ce titre, nous tenons à souligner que nous allons être très très attentifs et très actifs l'année prochaine à l'occasion donc, des 30 ans de la Convention. Et nous incitons tout le monde à se saisir également de ce sujet. Et plus généralement sur les droits de l'homme, on fête aussi bientôt l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc le 10 décembre, parce que c'est à ce moment-là qu'elle a été, adoptée par les Nations Unies. Par contre, sur cet anniversaire, donc on voulait mentionner le fait que si c'est important de fêter l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il ne faut pas l'appréhender sous un cadre mémoriel. Il ne faut pas le voir comme une célébration mémorielle, dans la mesure où c'est un texte qui est encore très vivant, c'est un texte qui est d'actualité, et 70 ans après, puisque nous fêtons cette année les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut toujours se battre pour ses droits. Et d'ailleurs, nous, on le voit encore cette année, puisque nous avons souhaité décerner le prix des droits de l'homme de la République française, qu'on décerne à des personnes qui militent pour les droits de l'homme depuis 1988, aux défenseurs des droits, de toute nature, sur tous les droits de l'homme, partout dans le monde. Nous avons eu plein de dossiers très intéressants qui montraient à chaque fois qu'ils se battent pour les droits de l'homme dans des conditions souvent très difficiles et parfois au péril de leur vie. Et donc ça a été très difficile de sélectionner des dossiers, mais nous avons sélectionné 5 lauréats qui sont un peu partout dans le monde, dont 3 luttent dans des conditions des fois très difficiles au péril de leur vie. Donc ils viendront en France, on leur décernera au ministère des Affaires étrangères, donc en présence du ministre et donc de la CNCDH, on leur décernera ce prix-là qui leur offrira un peu de moyens pour les aider dans leur mission, pour monter leur projet, mais aussi une protection diplomatique.
Donc voilà, c'était pour vraiment insister sur le fait qu'en France et partout dans le monde, ces droits sont encore vivants et qu'il faut encore que nous luttions, surtout dans le contexte actuel où on voit quand même qu'en termes géopolitiques et politiques, ce n'est pas toujours facile. Il faut encore lutter pour garder et pour maintenir ces droits effectifs. Merci beaucoup pour votre intervention, merci beaucoup pour tous vos propos. Nous allons clôturer cet entretien qui avait pour but de reprendre un petit peu le parcours du droit à l'éducation en France, quelles sont les améliorations qui ont été faites, quelles sont celles qui peuvent être encore portées. Donc je vous remercie pour votre temps et vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci à vous.